Et c'est parti, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette troisième vidéo, probablement la dernière. Donc on va s'attaquer au dernier morceau du résumé. Avant tout, je tiens à remercier une fois de plus Madame Lynn et Madame Élisée pour leur travail. Et je vous rappelle que ceci est entièrement pour vous les élèves. À la base, j'ai zéro obligation de faire ça, mais je le fais pour votre réussite. Donc si vous avez pris la peine de regarder les trois vidéos. Franchement, vous êtes en business. Je pense que vous allez avoir tout ce qu'il vous faut, du moins beaucoup, pour pouvoir réussir votre examen. Évidemment, comme d'habitude, je ne me contenterai pas juste de lire ce qui est en rose. On va donner du contexte, on va expliquer le pourquoi. Et avant de commencer, on va revenir vite, vite en résumé sur ce qu'on avait vu. Donc, on a vu la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, je vous le rappelle, n'a pas été déclarée par le Canada, elle a été déclarée par le Royaume-Uni au nom du Canada. Pourquoi? Parce que le Canada, après le AANB, donc l'acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867, le Canada est un dominion, il n'est plus une colonie, mais tout ce qui est relations internationales, relations extérieures qui sont à l'extérieur du pays est toujours sous la tutelle du Royaume-Uni. Donc, la politique extérieure est sous le contrôle du Royaume-Uni. Et donc, à ce moment-là, le Canada ne déclare pas la guerre d'elle-même. Elle va vraiment suivre le Royaume-Uni. On se rappelle aussi bon, que le Canada va contribuer, évidemment, que la Première Guerre mondiale, justement, aura des conséquences. On sait qu'avant la Première Guerre mondiale, on avait eu la deuxième phase d'industrialisation qui avait commencé. Donc, notamment le Canada, ce qui va concerner le Québec, ben, ça va être l'hydroélectricité, parce qu'on a beaucoup d'eau. Et aussi, en termes d'industrie lourde, on va avoir l'industrie des pâtes et papiers et l'industrie électrométallurgique. Électricité, métallurgique pour du métal, donc l'aluminium. Très, très important. Je vous rappelle aussi qu'on avait vu, donc là, vous allez voir ma tête, elle pointe vers le haut parce que je me suis pris un petit écran, comme ça, on fait ça plus propre. Donc, on se rappelle que l'industrialisation, la deuxième industrialisation qui concerne surtout le secteur de l'électricité et de la métallurgie, donc par rapport à la première qui concernait plus la machine à vapeur, évidemment, ça va prolonger encore une fois de plus l'exode rural et l'urbanisation. Donc, l'exode rural, c'est les gens qui quittent la campagne, qui s'en viennent en ville, et l'urbanisation, c'est le fait que la ville grandit et offre de nouveaux services, elle va s'étaler, donc l'étalement urbain. Je vous avais dit un peu comme du Nutella sur une tranche de pain. Donc, on a en fait la majorité de la population québécoise qui va devenir plus urbaine que rurale. Et dans les villes, on va avoir un meilleur mode de vie parce que justement, on va développer, que ce soit dans le monde du divertissement, dans le secteur de l'hygiène, dans le déplacement, dans le pouvoir d'achat, etc., etc. Je vous rappelle aussi que nous étions confrontés donc au niveau du contexte social. Donc, on avait les impérialistes qui, lorsqu'il y aura la Première Guerre mondiale, par exemple, seront très contents de pouvoir aider le royaume. Donc, les impérialistes, ils sont pour l'impérialisme. Donc, l'impérialisme, c'est un mot qui réfère euh, à la royauté. Donc, ils sont attachés à l'Empire britannique, ils soutiennent l'Empire britannique militairement, ils veulent un nationalisme unilingue, anglophone, protestant. N'oubliez pas que la religion des Canadiens anglais, c'est donc c'est d'être protestant, pardon, ce n'est pas la religion catholique, mais bien protestant. Et ils veulent un gouvernement fédéral qui va dominer les gouvernements provinciaux, notamment avec l'utilisation du pouvoir du désaveu, qui, je vous rappelle, est un petit peu un cheat code pour le Premier ministre, qui lui permet de mettre un stop à n'importe quelle loi qui seront passées au niveau du provincial. Donc, par exemple, quand il y avait eu la Première Guerre mondiale, donc les impérialismes représentés par les Canadiens anglais vont être contents de pouvoir contribuer. De l'autre côté, on avait et aussi donc représenté par McDonald's. Et de l'autre côté, on a les Canadiens français, donc les Québécois, qui, je vous rappelle, ce terme-là n'existait pas encore, donc qui, eux, ont été soumis de par la défaite de la Nouvelle-France face à l'Empire britannique. Et donc, eux,
ils ont aucun attachement à l'Empire britannique. Pour eux, le conflit de la Première Guerre mondiale ne les concerne pas. Ils sont contre le soutien militaire à l'Empire britannique dans ces conflits, justement. Donc, ils ne veulent pas aller à la Première Guerre mondiale. Et il y en a beaucoup qui vont essayer de fuir ou d'essayer des techniques, genre se blesser ou se marier, etc. Donc, ils veulent la défense des droits linguistiques, donc la langue française et la culture, donc la religion catholique aussi, et la culture française, franco-canadienne. Et ils veulent un gouvernement provincial qui est plus fort. Donc, ils veulent que le Québec puisse tenir tête au gouvernement fédéral, notamment en ce qui concerne les champs de compétences provinciales qui, je vous le rappelle, sont très contestés. Donc, il y a beaucoup de conflits entre le gouvernement fédéral et le provincial parce que le fédéral s'ingère, donc il rentre dans les affaires des provinces. Et ça, ce sera notamment défendu par Honoré Mercier et Henri Bourassa. On avait parlé aussi du féminisme, donc il y aura du développement en ce qui concerne les droits des femmes qui auront des rôles plus importants. On va créer des associations. Les femmes qui vont voir, euh, qui ont une place très limitée au sein de la société, qui n'ont pas le même niveau d'éducation que les hommes, elles ne peuvent pas accéder à l'université, elles ne peuvent pas accéder à certains emplois, comme on avait vu, donc médecins, avocats, notaires, tout ça. Aussi, elles sont moins bien payées que les hommes, à peu près la moitié, donc euh, ils ont un moins bon salaire. Donc, on revendique plusieurs choses comme l'accès à l'université, l'accès à la fonction publique, l'accès aux professions dans les domaines réservés aux hommes et évidemment des meilleurs salaires. Et les deux guerres mondiales vont contribuer à ça parce que justement, les femmes vont travailler, vont devoir remplacer les hommes et vont se rendre compte qu'elles sont capables de le faire, évidemment. Ensuite, bon, l'exode rural, encore une fois, bon, ça on en avait déjà parlé, ça remonte un petit peu en haut, mais il faut comprendre dans le fond qu'à ce moment-là, on se rend compte que l'exode rural aussi, on se rend compte qu'il y a un exode des Canadiens français vers les États-Unis à ces époques-là, donc entre 1867 et 1930. Et donc, le gouvernement d'Honoré Mercier, qui était le premier ministre à l'époque, va créer le ministère de l'Agriculture et de la Colonisation, très important, et va ouvrir de nouvelles régions à la colonisation. Donc, retenez ça. Pour l'exode des Canadiens français vers les États-Unis, il va y avoir la création d'un nouveau ministre, donc le ministère de l'Agriculture et de la Colonisation, et aussi le développement, l'ouverture de nouvelles régions pour coloniser. Parce que justement, il y avait beaucoup de difficultés à cultiver les terres dans les milieux ruraux. Le mode de vie rural était en baisse et il y avait un écart qui grandissait entre le mode de vie rural et le mode de vie urbain. Bon, ensuite, bon, Grande Dépression, ça c'était un gros morceau. Donc, ce que je vous l'avais très bien expliqué, ça, avec mes techniques incroyables. Donc, après la Première Guerre mondiale, c'est les années folles. Les années folles sont à partir de 1900, après la Première Guerre mondiale jusqu'au crash. Donc, les années folles, tout le monde fait la fête, on a une surproduction, les gens achètent sans compter, les gens créent des entreprises sans y penser. Il n'y a pas de limite aux dépenses, puis on voit qu'il y a une surproduction, les gens n'arrivent pas à vendre ce qu'ils ont produit, les entreprises, les investisseurs qui ont investi beaucoup d'argent voient qu'ils ont peur, donc ils retirent tous leurs fonds. Les banques ont prêté de l'argent à tout le monde, mais on n'arrive pas à en rembourser les banques, donc les banques s'écroulent, etc., etc. Donc, on va laisser de côté le libéralisme économique et le gouvernement va commencer à intervenir un peu dans l'État. Donc, à faire des mesures interventionnistes. Voici les mesures interventionnistes, elles sont ici. Donc ça, j'y reviens pas parce que je sais que je l'ai très très bien expliqué. Puis c'était quand même un gros morceau. Enfin, le statut de Westminster, on le sait très bien, c'est ce qui va faire en sorte que le Canada sera désormais indépendant en ce qui concerne les relations internationales. Donc, la différence entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'est que le Canada va suivre le Royaume-Uni à la Première Guerre mondiale, alors qu'à la Deuxième, c'est le Canada qui va déclarer la guerre lui-même. Mais on se rappelle que en ce qui concerne la politique intérieure, le Canada aura réellement son indépendance en 1982 lorsqu'il y aura le rapatriement de la Constitution. Donc ça, c'était une info que j'ai moi-même ajoutée. Je vous rappelle que c'est la réalité. Voilà. Donc, maintenant, on va s'attaquer à la Deuxième Guerre mondiale. Il me semble que j'en ai parlé aussi, oui. Donc, la Deuxième Guerre mondiale sera la réponse à la Grande Dépression. C'est ce qui va sauver
les pays occidentaux de la crise économique. Et on va évidemment continuer à développer l'industrie lourde, la métallurgie, parce qu'on en a besoin pour produire pour l'effort de guerre, comme on dit, donc pour produire les femmes. Ça va contribuer au mouvement féministe parce que les femmes vont aller travailler, vont voir qu'elles peuvent faire autant que les hommes. Et d'ailleurs, le droit de vote arrivera au Québec en 1940. Donc, par rapport à ça, euh, on va continuer. OK? Donc, on va attaquer la période du Plessis. On a à peu près 13 pages à faire. Ça va prendre du temps. Ça sera probablement la vidéo la plus longue, mais écoutez. Donc, période du Plessis. Alors, je vous rappelle que Maurice Duplessis, le chef de l'Union nationale, va faire un comeback. Donc, il y avait Godbout. Godbout qui est vu comme quelqu'un qui va donner quelques droits aux ouvriers et tout, mais qui ne défend pas qui ne tient pas son bâton contre le fédéral au niveau de la province du Québec et de ses champs de compétences. Donc, il va se faire tasser et Duplessis va revenir. Donc, les politiques et la vision de Duplessis. Duplessis est quelqu'un qui est du côté du clergé. Donc, il va supporter énormément le mouvement des clergés et du côté de l'agriculture. Donc, en fait, il va encourager le mode de vie traditionnel et conservateur. Donc, on le sait très bien, il n'intervient pas dans l'État. Santé et l'éducation, il laisse ça à l'Église et l'économie, il va laisser ça donc aux entreprises privées et aux investisseurs privés. Donc, donc lui, c'est l'autonomie provinciale, il n'intervient pas. Et donc, il est très anti-syndicaliste, très anti-mouvement ouvrier parce que, à ses yeux, ça se rapproche beaucoup du communisme. Et on sait très bien que le communisme est l'ennemi du capitalisme et donc lui, il est capitaliste. Donc, le mouvement de contestation, ben, en fait, il va avoir, évidemment, lorsqu'on a un dictateur, un pouvoir comme ça qui est dictatorial, on ne peut pas dire que c'est un dictateur, mais il est très, très ferme par rapport à sa politique, en fait. Et donc, il va se faire contester notamment par les artistes, donc Paul-Émile Bourdieu, qui va sortir le refus global, qui va rejeter le conservatisme. On se rappelle, le conservatisme, c'est être conservateur, fermé d'esprit, on ne change pas les choses. Donc, ça va évidemment en clash avec un mouvement artistique qui cherche à se libérer, s'exprimer, contester, etc. Donc, les artistes rejettent le conservatisme et rejettent le cléricalisme, donc ce pouvoir de l'Église qui est très, très puissant. On a aussi la contestation des intellectuels, okay, comme Pierre Elliott Trudeau. Pierre Elliott Trudeau qui va sortir La Cité libre, qui rejette justement le conservatisme, le cléricalisme, l'antisyndicalisme, et qui dénonce justement la corruption. Évidemment, quand tu es comme ça avec l'Église et que l'Église a autant d'influence, il faut se demander qu'est-ce qui se passe. Hein? Donc, on a une contestation des syndicats, donc la CTCC, je vous reviens, je vais aller me renseigner exactement sur qu'est-ce que c'est. Je reviens. Et on est de retour, donc, le CTCC, qui est la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, qui est un regroupement de plus de 80 syndicats, qui vont justement dénoncer l'antisyndicalisme, ils vont dénoncer le favoritisme envers les chefs d'entreprise et le patronat. Donc, en gros, Duplessis se range du côté du patron, évidemment. Donc, il est, comme je vous ai dit, pour lui, le syndicalisme, ça se rapproche du communisme et il n'est pas à propos de ça. Donc, il va y avoir des grèves, des manifestations, notamment au niveau de conditions d'amélioration de vie, hausse des salaires, moins d'heures de travail, qu'on demande aux patrons qui, pour la majorité, viennent de la bourgeoisie ou même des entreprises américaines. Et donc, la réaction de Duplessis, ce sera de faire de la répression. Donc, il va stopper, il va combattre par la force et il va l'interdire, la grève. Il va interdire les grèves. Donc, évidemment, quand tu interdis les grèves, c'est parce que tu es un petit peu du côté du patron. OK? On continue. Donc, les conséquences de ça, ben écoutez, le cléricalisme, donc laisser le pouvoir à l'Église plus le laisser faire. Donc, je vous ai dit, l'éducation et la santé, c'est du côté du clergé et il y a zéro intervention de l'État. Donc, on a un manque de ressources en éducation
Et les services d'éducation et de santé sont peu accessibles pour les plus démunis. Donc, plus tu es pauvre, ben, moins tu as de chances d'être scolarisé et moins tu as de chances d'être bien soigné. Donc, le taux de scolarisation des Canadiens français va chuter. Et l'accessibilité, donc, pour des emplois mieux rémunérés pour les Canadiens français vont baisser. Donc, ça veut dire que les Canadiens français ont moins accès à des meilleurs postes. La disparité, donc l'écart de richesse entre les Canadiens anglais et les Canadiens français monte. On se rend compte que les Canadiens français deviennent de plus en plus pauvres et les Canadiens anglais deviennent de plus en plus riches. Donc, ça crée des contestations. Au niveau de l'agriculturisme, eh bien, au moins, avec son désir de développer l'agriculture dans la région, il va aussi électrifier les régions, ce qui est une bonne chose. Bon, ensuite, antisyndicalisme, ça c'est clair. Donc, évidemment, quand tu es antisyndical et que tu ne permets pas la syndicalisation, en plus de ça, tu interdis les grèves, tout ça, ben, tu vas mettre en place des lois antisyndicales. Et donc, ça crée plus de contestations, évidemment. Plus tu empêches le peuple de faire quelque chose, plus il a envie de le faire. Hein? C'est logique. Affirmation nationale, par contre, bon, on peut dire que Duplessis était quand même un nationaliste et il va adopter la fleur de lysée comme drapeau national du Québec, donc le fameux drapeau du Québec qui, si je ne me trompe pas, il a été, ouais, je sais, je suis du genre à écrire Google, je suis jamais sûr. Drapeau fleur de lys Québec, il me semble, ça a été mis euh, adoption en janvier 1948. Donc voilà, en 1948, qui, je vous rappelle, a été fait avant celui du Canada, carrément. OK. Oh, j'ai malheureusement arrêté le partage. Et c'est parti. OK. Donc, adoption de la fleur de lys, voilà. Donc, c'est au temps de Duplessis qu'on va adopter le drapeau québécois comme on le connaît. Ensuite, mais vous voyez, ça se répète un peu dans le sens que, bon, il est capitaliste, il est pour le libéralisme économique, donc il n'intervient pas dans l'État une fois de plus. Bon, Duplessis n'est pas quelqu'un qui intervient. Donc, évidemment, il favorise les entreprises, le patronat, la bourgeoisie d'affaires canadienne et les investisseurs américains. Donc, en fait, ça fait en sorte que l'économie du Québec est en majorité dépendante de ces investisseurs-là et de la bourgeoisie d'affaires anglaise. Donc, ils ont comme un monopole. L'économie du Québec tourne grâce à eux. Donc, si eux, par exemple, ils devaient couler, si eux coulent, tu sais, si par exemple, on aurait eu un deuxième crash, chose qui n'est pas arrivée, mais si on aurait eu un deuxième crash boursier, ben, l'économie du Québec aurait chuté parce qu'elle dépend énormément de ses investisseurs. Et on a vu que quand il y a eu le crash, les investisseurs se retirent parce qu'ils n'ont plus de fonds, ils ne font plus confiance. Okay? Donc, l'autonomisme, ben, il est pour l'autonomie de la province et aussi pour l'autonomie de la province en ce qui concerne les fonds. Donc, en fait, Maurice Duplessis va s'opposer aux ingérences du gouvernement fédéral dans les champs de compétences provinciales. Donc, traduction, Duplessis est contre le fait que le gouvernement canadien fédéral va s'occuper des affaires des provinces alors que ça doit être les provinces qui doivent le gérer. Donc, il va refuser les subventions fédérales et ne compte pas faire de renouvellement des ententes fiscales prises en temps de guerre. C'est à ce point-là. Et il va aussi créer l'impôt provincial. Donc, l'impôt provincial, c'est les taxes qui vont aller directement dans les coffres du Québec et non pas du Canada. OK. Bon, on a vu ici, bon, la CTCC, etc. On va juste continuer à descendre plus bas. Bon, ça, c'est l'Église, l'influence de l'Église, etc. Donc, les disparités entre les Anglais. OK. Je fais une petite pause, je reviens. OK, la pause est terminée, mon Dieu. Il y a 3 heures qui se sont écoulées, mais c'est pas grave, on continue. Donc, je sais que j'en étais rendu à Maurice Duplessis, donc, qui va se refuser les subventions fédérales. Dans le fond, en fait, c'est le truc, c'est que Maurice Duplessis, il veut avoir le contrôle. Il veut pas juste que le Canada distribue l'argent au Québec et that's it. Donc, c'est pour ça qu'il va mettre en place l'impôt provincial aussi.
Donc, c'est dans un désir d'avoir une autonomie provinciale, une autonomie fiscale, en fait. On salue Anonymous Wolf, Anonymous Nyan Cat et Anonymous Axolotl. On continue. Bon, la présence de l'Église, c'est ça. Bon, ouais, ça, j'en étais rendu à là. Bon, ça, on le descend. Écoutez, c'est pas compliqué. Avec Duplessis, Duplessis, il aime l'Église, il aime les entreprises privées, il aime les patrons. Il n'aime pas les syndicats, il n'aime pas les contestations, il n'aime pas l'art parce que c'est un conservateur. OK? L'art, ça va contre le conservateur. Disparité socio-économique. Ben écoutez, je reviens vite sur ça. Il faut juste que vous compreniez qu'à cette époque-là, le Canadien français, c'est une main-d'œuvre bon marché et sous-qualifiée. Parce qu'ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas les formations, ils n'ont pas les moyens, parce que l'Église manque de fonds, tout simplement. Santé. Donc, OK, l'évolution des mentalités dans la société québécoise des années 1950. Ben écoutez, alors, remise en question des mœurs et des valeurs traditionnelles. Les voyages et les études à l'étranger font en sorte que, waouh, ben, il n'y a pas que la religion catholique dans la vie, il n'y a pas que l'agriculture dans la vie. Donc, on voyage, on étudie, on sort du Québec, hein, puis je vous rappelle qu'à cette époque-là, sortir du Québec, c'est pas donné pour tout le monde, surtout pas pour les Canadiens français. Donc, c'est la montée du laïcisme qui est pas de religion. Donc, en remise en question, on voyage à l'extérieur, on se rend compte que, waouh, c'est pas tout le monde qui a le même mode de pensée que nous, qui a le même mode de démocratie que nous, etc. Donc, on a des idées progressistes, des idées libérales. Ensuite, période de prospérité. Alors, il faut comprendre que tout comme après la Première Guerre mondiale, on a eu les années folles, après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, c'est le même principe. On a encore une croissance économique pour les mêmes raisons que la Première Guerre mondiale. Les hommes partent au travail, partent à la guerre. Quand tu vas à la guerre, tu n'as pas le temps de faire tes achats. OK, il n'y a pas d'Amazon, il n'y a pas de, il y a pas d'iPhone, il n'y a pas de, voilà, tu vas pas dans des magasins. Et les femmes partent au travail. OK? C'est pas la première fois qu'elles partent au travail pour certaines d'entre elles. Elles sont déjà allées une fois quand il y avait la Première Guerre mondiale. Donc, ils reviennent. Ils ont de l'argent, ils ont des fonds, l'économie va bien, on fait des bébés. Donc, accès au crédit, le crédit revient, cette fois-ci plus régulier que la première fois, mais il revient. Pouvoir d'achat, plus de publicité, c'est l'émergence d'une société de consommation. Et il faut comprendre un truc, la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir un changement à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les États-Unis deviennent réellement la première puissance du monde. Mais genre réellement. Autant dans la première, ils s'affirmaient énormément, ils avaient déjà une bonne part du marché et tout. La Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment les États-Unis le numéro un, économiquement parlant, militairement parlant. Autant dans la Première Guerre mondiale, on disait que voilà, le Royaume-Uni, la France, ils avaient quand même de quoi. Mais là, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les États-Unis. Donc, c'est l'américanisme, l'américanisation. Et évidemment, nous, le Canada, ben, on est juste à côté, hein, donc on est les premiers à se faire toucher. Donc, augmentation des achats, des achats de biens de consommation, donc les électroménagers, les autos, les téléviseurs. Et avec les téléviseurs, ben, la télévision, ça change énormément de la radio. Hein. C'est fou de se dire que dans le temps de la radio, ben, tu écoutais des gens parler, puis il n'y avait pas de clip, il n'y a pas de... Voilà, tu écoutes les gens parler, puis tu essaies d'imaginer dans ta tête. Alors que là, la télévision, c'est devant toi. OK? Donc, c'était rendu... Tu sais, genre maintenant, une télé, c'est comme, bon, ça fait partie du foyer, mais je vais dire, le trois quarts du temps, maintenant, on allume la télé parce qu'on est sur notre iPhone puis qu'on veut entendre du bruit, là. On est sur notre cellulaire, on veut entendre du bruit de fond. Mais à l'époque, avoir une télé, c'est comme, ouh, ouais, ce soir, on va écouter la télé. Donc, la télé amène de l'influence de la culture américaine. Donc, l'américanisme est ce qui ramène le libéralisme, l'individualisme, le confort matériel, la réussite économique, le American Dream, et évidemment le cinéma hollywoodien, la musique populaire et les publicités. Chose qui va frapper toutes les populations locales, dont le Québec, évidemment.
Parce que ça, il faut que vous compreniez, et ça, c'est encore plus vrai aujourd'hui, autant les radios, tu avais un contrôle sur ce que tu pouvais entendre et tout, la télé, tu n'as pas vraiment de contrôle. Si tu as un poste américain, à moins que tu décides de le bloquer ici, mais même là, c'est compliqué. Regardez maintenant avec l'Internet, on n'a pas le contrôle sur l'accès d'informations qu'on reçoit. Il n'y a pas un pays qui peut... C'est soit tu interdis tout, soit tu permets tout, mais tu ne peux pas faire un entre-deux. Genre TikTok, tu ne peux pas filtrer certaines vidéos de TikTok. Un pays ne peut pas faire ça. C'est soit il bloque TikTok, soit il le permet. Un exemple comme ça. Donc à l'époque, évidemment, ben, il y a beaucoup de choses qui changent avec l'avènement de la télévision. Donc on continue. Mouvement de population de 45 à 70. Ben, écoutez, on a encore un étalement urbain. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, ça ramène des avancées technologiques parce que on pousse pour l'effort de guerre et là, boum, on se retrouve avec d'autres avancées ailleurs. Donc, modernisation de l'industrie manufacturière, les entreprises déménagent la production dans les usines modernes en périphérie des grandes villes près des autoroutes. Donc, on s'éloigne. Déjà, l'étalement urbain fait que les grandes entreprises vont s'éloigner de la ville de Montréal. Donc, par exemple, General Motors à Boisbriand. L'accès au crédit hypothécaire plus la Société d'habitation du Québec augmente le pouvoir d'achat. Si on te donne un crédit puis donc avec un taux d'intérêt que tu dois rembourser, eh bien, évidemment, ça te permet de débloquer des nouveaux fonds. Donc, on donne l'accès à la propriété et la demande résidentielle de la classe moyenne va augmenter. La classe ouvrière devient la classe moyenne, dans le fond. On a le baby boom. Donc, beaucoup plus de bébés, le taux de natalité augmente, donc on a besoin d'un logement spacieux. Et de quoi pour pouvoir élever des enfants. Tu ne vas pas acheter une maison où est-ce que tu as une ligne de train derrière toi, puis une grande autoroute, un grand boulevard devant toi. Donc, il faut encore plus développer les villes. Donc, l'influence de la culture et du mode de vie à l'américaine, ben, pour les Américains, être dans la banlieue, avoir ton auto, ta maison payée, tout le kit, le jardin, la cour arrière, c'est un signe de réussite. Contrairement à être passé dans la ville, etc. Donc, ça va motiver les gens à partir. Et on rajoute à ça, évidemment, société de consommation, l'achat d'automobiles. Puis les banlieues sont plus accessibles parce que plus tu t'éloignes du centre-ville, ça c'est pour n'importe quel pays, hein, plus on s'éloigne du centre-ville, plus moins les maisons coûtent cher. Laval, il y a 10 ans, tu pouvais avoir une maison à 200 000. Maintenant, moins de chance. Surtout le Laval proche de Montréal, là, proche de l'autoroute. Donc les choses changent, pardon. OK, ensuite. Donc, les conséquences exode vers les banlieues, ben voilà, Laval, Longueuil, cette fois, Boisbriand. Développement des agglomérations urbaines, circulation automobile alourdie. Ouh. Évidemment, tu as plus de gens qui quittent Montréal, donc tu as plus de gens qui vont venir à Montréal. Ce n'est pas parce que tu habites à l'extérieur de Montréal que tu ne travailles pas à Montréal, attention. Sauf que Montréal, c'est une île. Elle est entourée d'eau. Il n'y a pas 36 000 ponts. Il y en a quelques-uns. Donc, ces ponts-là sont très, très congestionnés. Très, très congestionné. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un problème, hein. La fameuse 40, la 15, la 13, ce que vous voulez, les ponts Jacques-Cartier, tout le kit, c'est toujours le même problème. Développement de l'industrie de la construction de propriétés, ben, évidemment, les gens demandent, la demande est élevée pour des maisons, ben, l'offre va venir compenser, hein. Les gens vont commencer à devenir, il va y avoir de plus en plus d'entreprises de construction, etc. C'est normal. OK. Ce qu'on peut retenir de l'ère duplessiste. Bon, là, je résume, hein, je n'ai pas tous les points en tête, je ne suis pas parfait, quoique. Mais bon, ce qu'on peut retenir. La période de Duplessis est très cléricale et pour l'agriculture, pour un mode de vie traditionnel, il est conservateur. L'Église, c'est son ami. Le patronat, c'est son ami. C'est quelqu'un qui est pour le libéralisme, le libre marché. Et il va aussi proclamer aussi une certaine autonomie pour le Québec. Donc, il ne laissera pas le fédéral agir comme il veut. D'ailleurs, il va sortir la taxe provinciale, les impôts, pour cette raison. Donc, Maurice Duplessis est un conservateur. Maurice Duplessis décède en 1959, après 15 années de pouvoir, de 1944 à 1959, ce qui, je ne me trompe pas, est un record. Et
je vous avais dit en classe, Maurice Duplessis, ben, il n'était pas très gentil. Il va être remplacé par quelqu'un de plus sage, Jean Lesage. Jean Lesage qui fait partie du Parti libéral. OK? Maurice Duplessis, Union nationale. Jean Lesage, Parti libéral. Donc, Jean Lesage, JL, Parti libéral, PL. Souvenez-vous-en. Alors, c'est qui Jean Lesage? C'est le chef du Parti libéral, comme je viens de le dire, et qui va être le Premier ministre du Québec. Donc, Premier ministre du Québec, évidemment, c'est le palais provincial. Donc, la politique et la vision de Lesage, c'est que, bon, lui, il voit le baby-boom. Donc, il considère que l'État doit investir dans l'économie. Donc, il va être très, très progressiste. Il va démocratiser les services de base, qui va augmenter l'accessibilité pour les gens. Il veut réduire les disparités et les inégalités socio-économiques. Donc, la justice sociale, c'est une priorité pour tous les premiers ministres de la Révolution tranquille, carrément. Et il est pro-laïque, donc il va déconfessionnaliser, c'est-à-dire le rôle de l'État, l'Église va chuter, l'importance de l'Église va chuter avec Maurice Duplessis. Et il va prôner, contrairement à Maurice Duplessis, qui laissait libre part au marché privé, géré par les entreprises américaines et par la bourgeoisie, canado-anglaise pour la majorité du temps, ben, Jean Lesage, lui, il va prioriser le nationalisme économique, donc mettre chez nous, reprendre le contrôle de l'économie du Québec, donc par le biais d'Hydro-Québec, notamment. Donc, il va tasser les entreprises privées, il va nationaliser pour que ça devienne des sociétés d'État. Il y a aussi l'affirmation culturelle des Québécois. On va commencer à entendre le terme québécois. Donc, promouvoir l'identité de la culture québécoise et l'ouverture au monde. Donc, il va s'afficher, s'affirmer à l'échelle internationale et il veut que le Québec se démarque du reste du Canada. On peut penser notamment, bon, même si c'était pas pendant son régime à lui, mais les expos de 67, la mise en place du métro, ben, c'est pendant que lui, ça se construisait pendant que lui, il était Premier ministre, quoi. Donc, établir des liens avec d'autres pays, plus d'autonomisme, donc il veut avoir plus de contrôle sur les compétences provinciales. Donc, de la modernisation, en gros, c'est pas compliqué, le Québec est en retard par rapport aux autres provinces à cause de la politique de Duplessis. Jean Lesage veut rattraper ce retard. Donc, comment il va faire? Alors, dans le domaine social, il va être interventionniste, donc il va intervenir dans l'économie, dans l'État. Donc, avec une politique progressiste, donc progressiste, progrès. Donc, on va vers l'avant, on n'est plus conservateur, on est libéraux, on s'ouvre. Et laïque. Donc, c'est l'État-providence, c'est des réformes sur l'éducation, la santé, les services sociaux. Il va avoir notamment la création du ministère de l'Éducation, qui va remplacer l'Église, l'assurance hospitalisation, qui va remplacer l'Église, et les régimes de rente, donc les régimes de rente et retraite pour nos chers retraités. Il va avoir une ouverture du monde, donc au point de vue culturel, il va avoir l'affirmation culturelle des Québécois, avec l'Expo 67, avec le fait qu'on va avoir des ambassadeurs du Québec, des délégations québécoises à Paris, à Londres, à Milan, à New York. Il n'y avait pas de délégation de Colombie-Britannienne ou Manitoba ou Saskatchewan ou ontarienne. Ben, ontarienne parce que ça représentait le Canada fédéral. Mais je veux dire, c'est la première fois qu'une province va commencer à elle-même aller participer dans d'autres pays, quoi. Donc, l'affirmation culturelle des Québécois, il va y avoir la création du ministère des Affaires culturelles, la fameuse place des arts qui laissera les artistes québécois s'exprimer. Au début, c'était plus les artistes québécois bourgeois. Après, ça va devenir ceux du peuple. Dans le domaine économique, on aura l'interventionnisme plus le nationalisme économique. Donc, on va créer des sociétés d'État. On va nationaliser l'électricité. Donc, l'hydroélectricité va devenir Hydro-Québec. Et on va développer la bourgeoisie d'affaires québécoise. Donc, quand on dit québécoise, c'est canadienne française. Donc, les Canadiens français qui n'étaient que des simples travailleurs bon marché et sous-qualifiés vont commencer à devenir des entrepreneurs. Au niveau des relations fédérales-provinciales, l'autonomisme, donc on va rapatrier une partie des impôts fédéraux et on va enlever le Québec des programmes fédéraux. Donc, en fait, Jean Lesage, il veut pas, comme Duplessis, dans un sens, il ne veut pas que le Canada gère l'économie du Québec, il veut la gérer lui-même. Donc, il va demander en fait au Canada de lui, au lieu de juste donner les tâches pour l'argent québécois, ben, il va dire, regarde, donne-moi mon argent là, moi je vais m'en occuper. OK? T'en as assez sur ton assiette. Bref.
Donc, les changements, regarde, les changements sont déjà faits pour vous, my God. Le laisser-faire économique de Duplessis, donc il essaie du libre marché, le sage intervient. Duplessis est conservateur. Conservateur, ça conserve, ça ne bouge pas. Le sage va être progressiste. Donc, par exemple, les artistes ne vont pas aimer Duplessis, ils vont aimer le sage. Cléricalisme, donc Duplessis aime l'Église, le sage Duplessis aime l'Église et donne du pouvoir à l'Église avec la santé et l'éducation. Le sage, non, il va prioriser l'État laïque et il va prioriser l'État laïque et justement, il va créer le ministère de l'Éducation, il va faire des réformes au niveau de la santé, etc. On continue. Ben écoutez, on va de Johnson, il n'est pas là, ben, c'est pas grave, je vais quand même parler vite vite de Johnson. Johnson va être là de 66 à 70. C'est vrai que lui, en fait, il faisait partie de l'Union nationale, Daniel Johnson. Hein. C'est ça qui est un peu spécial, c'est que l'Union nationale va faire un comeback avec Johnson. Donc, on a Maurice Duplessis, Union nationale, Jean Lesage, Parti libéral, Daniel Johnson, Union nationale. Même s'il faisait partie de l'Union nationale, Johnson, en fait, euh, il me semble qu'il va avoir une attaque au cœur. En tout cas, il est passé proche de la mort, puis ça va comme lui changer un petit peu les idées. Donc, il revient, puis lui, en fait, au lieu, on pensait qu'il allait aller à contre-courant de Jean Lesage, donc il allait revenir comme à Maurice Duplessis, mais en fait, non. Il va vraiment euh, poursuivre la politique d'autonomisme, le progressisme, etc. Donc, il va promouvoir la langue française, on le sait, avec la fameuse loi 63, qui sera faite par Jean-Jacques Bertrand, celui qui l'a remplacé parce que malheureusement, Johnson meurt en 69, pardon. En 69, il va mourir. Mais bon, tout ça pour dire que Daniel Johnson va suivre la voie que Jean Lesage avait tracée, quoi. On se rappelle que à ce moment-là, hein, 66-70, on se rappelle que, ça je vais l'ajouter ici parce que je trouve que c'est important. Avant, avant 1968, on avait Lester B. Pearson comme premier ministre canadien. À partir de 1968, c'est Pierre-Éliott Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau, Lester B. Pearson, parce que Daniel Johnson avait fait son livre Égalité ou indépendance. Dans le fond, il réclamait plus d'autonomie pour le Québec, etc. Lester B. Pearson était prêt à négocier, il était prêt à l'entendre. Pierre-Éliott Trudeau, lui, ne veut rien savoir. Il ne veut absolument rien savoir. On continue. Donc, Daniel Johnson, Union nationale, gouvernement de Bourassa, donc Parti libéral, OK? Maurice Duplessis, Union nationale. Jean Lesage, Parti libéral. Daniel Johnson, Union nationale. Bourassa, Parti libéral. Donc, toujours l'Union nationale et le Parti libéral. Alors, Bourassa sera le chef du Parti libéral et sa vision, c'est toujours la même. Donc, interventionnisme, progressisme, plus d'autonomie, la croissance économique, le développement économique. OK? On continue. Bon. Je vous fais pas, donc c'est sous le gouvernement Bourassa qu'il y aura la fameuse loi 22. Je vous rappelle que la loi 63 faite par le gouvernement de Daniel Johnson, c'était qu'on donnait le libre choix à tout le monde de choisir l'école où est-ce qu'ils allaient, donc notamment les immigrants. Chose qui posait problème parce que la langue française n'était pas protégée, on encourageait le bilinguisme. Bourassa, lui, je vous rappelle qu'il va se manger pas mal de crises. Je vais descendre un peu, voir si on en parle. Ok, bon. Ok, on en parle un peu. Ok, donc avant, on va continuer, je vais revenir sur ça. Bourassa, lui, son but, en fait, parce qu'il y aura pas mal de crises, son but, ça va être de relancer l'économie dans un sens. Il va promettre les 100 000 emplois. Donc, il va développer le projet du siècle, qui est le développement hydroélectrique. Ça, on l'a vu. Je vous rappelle que le premier grand projet hydroélectrique, c'était de nationaliser l'électricité pour que on ait un tarif unique pour les Québécois. Bourassa, lui, il veut faire un deuxième grand projet électrique, celui de la Jamésie.
Ou est-ce qu'on va non seulement fournir de l'électricité, surtout dans les régions éloignées du Québec, mais surtout on pourra le vendre aux autres provinces ontariennes et aux États-Unis notamment. OK? Donc, on continue. OK, révolution tranquille. Bon, ben, c'est quoi la révolution tranquille? La révolution tranquille, c'est une conséquence notamment du baby boom. C'est toute cette vague de nouveaux naissances qui sont nées dans les années 40-50 vont devenir des adolescents et bientôt des adultes. Donc, l'État va intervenir, on va avoir des réformes, la création de sociétés d'État, la nationalisation de l'hydroélectricité. Les dépenses du gouvernement provincial augmentent et le nombre d'employés de l'État du secteur public et parapublic augmente. Le secteur public, c'est les sociétés d'État, Hydro-Québec, SAQ, L'Auto-Québec, aujourd'hui SQDC. Parapublic, c'est tout ce qui est relié un peu au gouvernement, mais qui conserve quand même une autonomie. On parle des syndicats, universités, commissions scolaires, hôpitaux, tout ça. Maurice Duplessis avait laissé le Québec avec une dette presque de $0, une dette nationale de $0 parce qu'il n'intervenait pas. Avec la Révolution tranquille, on va intervenir. Donc, on va aussi faire des progrès. Code du travail en 1964, loi sur la fonction publique, ce qui va faire en sorte que le nombre de syndicalisation des employés de l'État augmente. Le Code du travail, c'est littéralement c'est les règles pour un tout travailleur syndiqué, etc. Donc, on est pro-syndical avec la Révolution tranquille, contrairement à Maurice Duplessis qui était anti-syndicaliste, je vous rappelle. On veut avoir un nationalisme économique, donc on développe la bourgeoisie d'affaires québécoise, qui est la canadienne-française. Donc l'implication des francophones en affaires augmente. Avant, c'était vraiment que les anglophones qui étaient sur la tête du marché et les francophones n'étaient que de simples employés. Je passe une dédicace. Voilà les trois ici que j'ai dédicacés tout à l'heure, ils sont en idle, donc ils sont plus là. On dédicace le nouveau koala qui est entré. OK, l'ouverture du monde, le plus l'affirmation culturelle, ce qui donne la doctrine gérant la joie. Dans le fond, c'est qu'on va focuser culturellement. La culture, c'est un aspect, c'est une compétence provinciale que le Québec va exploiter au maximum. Donc, qui va donner plus de présence internationale au Québec, ce qui va monter les tensions entre le Québec et le gouvernement fédéral, parce que le Québec veut se démarquer culturellement, parce que c'est différent culturellement, le Québec, écoutez. Et ça va créer avec des tensions avec le gouvernement canadien, une fédérale qui veut prôner une unité canadienne. Donc, pour le Canada, on est tous Canadiens. We are all one. Sauf que quand tu as une province qui est pas dans le one, puis hein, qui montre voilà, que nous, les Québécois, on est des Québécois. Évidemment, ça sépare les chemins. Donc, ça crée une tension. Alors, modernisation plus interventionniste, encore une fois. Ah non, excusez-moi, je n'ai pas terminé ici, j'allais sauter. Donc, l'affirmation culturelle et le nationalisme économiste plus le néo-nationalisme québécois augmente. Donc, le néo-nationalisme, c'est un nouveau nationalisme québécois. On entend le terme québécois. Je vous rappelle que entre les années 60 et 70, vous avez la venue du premier ministre canadien Pierre-Éliott Trudeau, qui lui est beaucoup plus sévère quand même que ses prédécesseurs, même si ses prédécesseurs étaient quand même assez fédéralistes. Lui, il l'est encore plus. Donc, il y a des tensions qui montent parce qu'on sait qu'on ne peut pas négocier vraiment avec le fédéral. On a l'essor des partis indépendantistes comme le Rassemblement national, le Rassemblement, non, oui, le Rassemblement national, le ralliement, non, le ralliement national, excusez-moi, le RN, c'est le ralliement national, et ça, c'est le rassemblement de l'indépendance de la nation. Donnez-moi un petit instant. Alors, le RN, le ralliement national, et le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale. On n'est pas parfait. Et le Parti québécois qui sera dans le fond la fusion d'un peu de ces deux-là, plus du mouvement Souveraineté Association. Je vous rappelle que le Parti québécois est la création de René Lévesque. René Lévesque qui était le ministre des Richesses naturelles à l'époque de Lesage. Et c'est lui qui s'était occupé majoritairement du projet d'hydroélectricité, le premier projet. Et on a des naissances de groupes indépendantistes clandestins, donc illégaux, qui ne suivent pas
contrairement à eux qui suivent les voies légales, députés, tout ça, élections. Donc, on a l'Armée de la libération du Québec et le Front de libération du Québec. Ça le dit dans le nom, Armée de libération, Front de libération. Pas mal plus violent que le rassemblement et le ralliement. Donc, modernisation, interventionnisme, on a les projets d'infrastructure, des constructions de ponts, autoroutes, les barrages hydroélectriques. Donc, les dépenses du gouvernement provincial montent. Dans les années 60, elle va monter ça monte facilement jusqu'à 4 milliards, puis rendu dans les années 80, ça monte à 20 milliards de dollars. Crise d'octobre, je vous laisse, écoutez, on a déjà vu ça assez en classe, je vous laisse lire sur ça. Vous avez des vidéos aussi dans le site web de Madame Lynn. OK, le projet du siècle de Bourassa. Ben, écoutez, on l'avait déjà vu, le projet du siècle, on l'a vu récemment, je le répète. Donc, c'est le projet hydroélectrique, la construction de les centrales de barrage dans la région de la baie James, le complexe La Grande. Je vais aller chercher une petite photo. Non, vous savez pas, non, je vais regarder. Vous avez les cahiers. Vous avez le cahier. Ce que je pourrais faire, par contre, c'est vous mettre l'information. Où est-ce qu'on est, dans quelle page? OK, donc ça, c'est la page 168. OK, je viens de penser à faire ce genre de choses. Écoutez, je m'en excuse. On s'améliore littéralement en direct. Donc, les conséquences, c'est la création d'emplois et évidemment, répercussions environnementales néfastes, hein, parce que pour faire un barrage, c'est pas juste tu viens puis tu le poses, il faut inonder des territoires, il faut raser des forêts. Et évidemment, les Autochtones n'avaient pas été concertés, pardon, comme d'habitude, malheureusement. Donc, on construit sur les territoires autochtones qui menacent leur mode de vie. En plus de ça, les Autochtones n'ont pas été consultés par le gouvernement. Donc, les Autochtones entament des procédures judiciaires pour arrêter le projet, ce qui va amener à des négociations entre les Québécois et les Autochtones, donc les Cris, les Inuits, ce qui va donner la Convention de la baie James du Nord québécois, qui va donner des compensations importantes pour les Autochtones, 234 millions, qui vont donc abandonner les procédures judiciaires vu qu'ils ont eu un accord. Ils vont aussi avoir des droits exclusifs sur certains territoires. Et en échange, le gouvernement canadien et québécois peut procéder à l'exploitation du territoire. Donc, ça reprend les travaux hydroélectriques. Je vous rappelle que dans le temps de Bourassa, on a aussi la première conférence constitutionnelle dont le but a été faite par Pierre-Éliott Trudeau. Le but, c'était de rapatrier la Constitution canadienne. Donc, Pierre-Éliott Trudeau, qui est un très, très gros fédéraliste et qui veut une unité canadienne. Donc, il s'oppose à la volonté du Québec de se démarquer. Pour ça, je vous ai dit à un moment donné, dans une de mes anciennes vidéos, je vous ai dit Pierre-Éliott Trudeau, il est un peu descendant de... C'est un peu une mentalité de l'impérialisme quand vous y pensez. Hein, les impérialistes d'avant, là, ben, c'est ça. On veut pas que les provinces se démarquent, on veut un Canada fort. Donc, là, le rapatrier la Constitution, ben, je vous ai expliqué tout à l'heure, et dans l'autre vidéo, la précédente, qu'on a le statut de Westminster qui donne l'indépendance internationale pour le Canada. Mais à l'interne, à chaque fois que le Canada doit modifier une loi dans la Constitution ou en ajouter, ils doivent toujours passer par le Royaume-Uni, parce que c'est eux qui ont la Constitution. Et c'est pas on envoie un texto ou un appel. Là, c'est des procédures, ça prend du temps, ça coûte, ça ralentit le processus. Donc, on veut obtenir l'autonomie juridique du Canada, le pouvoir de modifier la Constitution sans l'intervention du Parlement britannique. Et on veut donner des amendements de la Constitution, donc des nouveaux partages de pouvoir, plus la centralisation du pouvoir fédéral. Donc, on négocie avec les provinces. Toutes les provinces ont accepté, sauf le Québec. Et je vous rappelle que le Québec, comme on avait vu dans la page 167, hein, donc le quoi, c'est la page 167, je vous rappelle que le Québec a littéralement un droit de veto. Donc, le Québec s'oppose parce que les négociations entre Bourassa et Trudeau ne donnent pas à quelque chose. Donc, la volonté de centralisation, le fait que le fédéral veut centraliser les pouvoirs, et en plus de ça, on a l'échec des constitutions, ben, ça fait en sorte que ben, y a une montée du souverainisme. Parce que la souveraineté, c'est comme un moyen pour le Québec de défendre ses intérêts parce qu'il ben, n'y a pas de négociation possible avec le fédéral. OK.
Bourassa va être élu 2 fois, hein, 70 à 73, 73 à 76. Il va perdre en 76 contre René Lévesque. Notamment, ben, Bourassa, je vous ai dit, hein, il s'est mangé des crises. Il a mangé la crise d'octobre, il a mangé la crise syndicale, il a mangé la conférence de Victoria, les négociations avec les autochtones et la loi 22. La loi 22, je vous rappelle, la loi 22 avait mis un test de connaissance pour ceux qui voulaient aller à l'école anglaise, donc les enfants, devaient passer un test de connaissance, qui a fâché les anglophones et les allophones, parce que juste avant ça, avec la loi 63 en 1969, donc euh, que c'est 5 années auparavant, ben, on en donnait le libre choix. Donc, la loi 63 donnait le libre choix à tout le monde. Après, tu as la loi 22 qui impose un test de connaissance en anglais. Et en plus de ça, ben, on dit que dans l'affichage public, on doit mettre le français, mais c'est qu'une langue de traduction. Donc, en fait, les Français trouvent que la loi 22 est trop souple et les anglophones et les allophones trouvent que la loi 22 est discriminatoire envers leurs droits linguistiques. Attendez, je dois achoumer. OK. Donc, les Français la trouvent trop souple, les allophones et les anglophones la trouvent discriminatoire. Donc, Bourassa, ça c'est en 74, Bourassa veut réunir tout le monde, il se met les deux de côté. Et il perd les élections en 1976. Ce qui amène au Parti québécois. Parti québécois de René Lévesque. Donc, on peut dire que René Lévesque, en fait, lui, c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est le résultat de, là on est en 76, hein, c'est le résultat de 15 ans de révolution tranquille, de la montée du souverainisme qui va faire en sorte que René Lévesque sera élu. Donc, autant Jean Lesage, Daniel Johnson, Bourassa, ils sont pro-autonomistes du Québec, etc. Mais ils ne sont pas tranchants. Tu sais, Jean Lesage, ça venait de commencer, c'était doucement. Voilà. Daniel Johnson, il sort son livre Égalité ou indépendance, donc on commence à l'entendre, mais ce n'est pas encore établi. Bourassa est là 6 ans, et le bouillon va quand même prendre avec Bourassa parce que lui, il se mange beaucoup de crises. Et René Lévesque, c'est ben, voilà, c'est le résultat. Donc René Lévesque est le chef du Parti québécois. Donc la vision de Lévesque, c'est du souverainisme. On salue le capybara. Donc c'est le premier gouvernement ayant un projet de souveraineté qui, je vous rappelle, est le référendum. Donc, il est toujours interventionniste, il est toujours progressiste, il est toujours national économique et il veut affirmer la culture des Québécois. Donc ça ne bouge pas. Tous les premiers ministres de la Révolution tranquille sont pour la justice sociale, ils sont pour le progrès, pour l'intervention de l'État et pour la nationalisation économique. Ça ne change pas. Mais vraiment, c'est vraiment le problème linguistique des Français, des Québécois, que l'évêque va attaquer. Bon, déjà, au niveau du domaine social, donc il va mettre obligatoirement la protection des employés, des syndiqués, des grévistes. Il va instaurer les congés de maternité et les interdictions de congédier les femmes enceintes. Oui, interdiction de congédier les femmes enceintes, ça c'est très important. Il va mettre en place aussi, donc toujours interventionniste et progressiste, il va mettre en place les lois sur les normes du travail. Dans le fond, c'est les conditions minimum de sécurité et de salaire, même si tu n'es pas syndiqué. Donc, les cotisations syndicales, les lois sur la santé et la sécurité du travail, la CSST, ultra important, les lois qui reconnaissent. Donc, déjà, juste ça, toutes ces lois-là, pour les grévistes, ben, pour les pro-syndicales, on est à des années-lumière de Maurice Duplessis, qui, pour lui, les syndicats, c'était des représentants du communisme, quoi. Donc, à ce moment-là, ça, c'est vraiment une séparation par rapport au premier ministre de la Révolution tranquille versus la période de la Grande Noirceur de Duplessis. Au niveau des droits de la femme, ben, déjà, on interdit aux employeurs de congédier les femmes enceintes. On met en place le congé de maternité.
On donne les droits pour les parents égaux pour les hommes et les femmes, très important. Au début des années 60, ça avait été donné aussi avec Madame Casgrain qui va donner la loi 16 qui fait en sorte que la femme n'est plus une mineure lorsqu'elle est mariée, mais ça concernait juste les femmes mariées. Donc là, les choses vont changer aussi avec l'évêque et les autres aussi. Donc, l'affirmation culturelle, la protection de la langue française, donc la loi 101, et qui est la charte de la langue française qui va chambouler les choses dans le sens où maintenant, à l'affichage public, on ne met que le français. Contrairement à la loi 22 qui disait on met le français et les autres langues, là, c'est que le français. Une seule langue. Pour l'école, la loi 63 disait tout le monde peut aller à l'école, on s'en fout. La loi 22, on met un petit test de connaissance. Maintenant, la loi 101, c'est seul le père ou la mère qui a fréquenté l'école anglaise au primaire. Donc, il n'y a que ceux dont le père ou la mère a fréquenté l'école anglaise au primaire qui peuvent aller à l'école anglaise. Donc, on élimine les francophones, la majorité des francophones, qui, leurs parents ne sont même pas allés à l'école pour la majorité d'entre eux. Et les immigrants, élimine les deux. Ciao. Donc, ça provoque le mécontentement et donc l'émigration. Donc, je vous rappelle, l'émigration, c'est quand tu quittes. Immigration, c'est quand tu rentres. Donc, l'émigration des Anglo-Québécois. Ben, au niveau des relations fédérales avec le provincial, vous vous doutez bien que ça ne passera pas avec Trudeau. Le fait d'avoir quelqu'un qui veut littéralement l'indépendance du Québec. Donc, il va mettre le référendum. Donc, l'évêque, son projet, c'est la souveraineté. Son moyen pour atteindre le projet, c'est de faire un référendum. Le référendum, c'est consulter toute la population qui a 18 ans et plus, tous ceux et celles qui ont le droit de vote. Pour qu'un Québec devienne un État indépendant sur le plan politique et associé au Canada sur le plan économique, évidemment. Et le Québec aussi, sous René Lévesque, il va avoir la nuit des longs couteaux, je vous rappelle. Donc, le refus de signer la deuxième conférence constitutionnelle pour rapatrier la Constitution, l'évêque va s'y opposer et il y aura la fameuse nuit des longs couteaux où, grosso modo, Trudeau va réunir tous les autres premiers ministres et vont en profiter pour faire signer le rapatriement à tous les autres sauf l'évêque. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun premier ministre n'a signé ce rapatriement. Le référendum, ben, on a deux camps. On a le camp du oui, parce que la question, c'est voulez-vous d'un Québec indépendant? Voulez-vous que le Québec devienne un État indépendant? Donc, on a le camp du oui, qui est mené évidemment par le parti de René Lévesque, qui voit la souveraineté du Québec comme le moyen pour le Québec de défendre ses intérêts, parce que le fédéralisme canadien veut empêcher l'autonomie provinciale. Puis c'est aussi pour lui un moyen d'avoir vraiment le contrôle au niveau de toutes les lois sur la protection de la langue notamment. Le camp du non est dirigé par Trudeau, puis Trudeau, dans le fond, il va faire des promesses. Il va promettre aux Canadiens, il va promettre dans le fond que s'il ramène la Constitution, parce que je vous rappelle que la conférence de Victoria avait échoué, s'il ramène la Constitution, ben, il va permettre à Québec de défendre ses intérêts. Donc, il dit grosso modo, si vous votez non, puis je vous promets qu'on va ramener la Constitution, puis que le Québec aura enfin sa place. Chose qui va s'avérer fausse. Donc, le camp du non va l'emporter majoritairement à 59,56% des votes. On continue. Donc, la deuxième conférence constitutionnelle, je vous rappelle que, je la remets ici, la première était la conférence de Victoria en 1971. Donc, cette tentative-là va venir après le référendum. Donc, c'est la deuxième tentative. Et Trudeau, il va, comme je vous ai dit, donc, il veut ramener la Constitution, puis la promesse de Trudeau de défendre, de permettre à Québec de défendre ses intérêts, qui va amener à des négociations constitutionnelles. Puis, ben, en fait, l'évêque considère que ce n'est pas assez, donc il s'oppose. Il va avoir l'échec des négociations, ce qui va amener la nuit des longs couteaux. Dans le fond, Trudeau va négocier. Dans la nuit, il va convoquer tous les autres premiers ministres du Canada pour négocier dans la cuisine de l'hôtel Laurier à Ottawa, pendant que l'évêque avait quitté Ottawa pour se rendre à Gatineau pour dormir là-bas, parce que l'évêque il était tellement à fond dans ses principes qu'il était prêt à mettre son argent pour dormir dans un hôtel québécois et non pas ontarien.
pour vous dire. Donc, la nuit de long couteau, c'est Trudeau et les premiers ministres des provinces anglophones qui négocient à l'insu de l'évêque qui, lui, est en train de dormir. Voilà. Donc, les conséquences, c'est que la volonté du Canada de garder sa puissance fédérale, plus l'échec des négociations avec le Québec, fait en sorte qu'on en a eu des longs couteaux. Donc, c'est un rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne sans l'accord du Québec jusqu'à aujourd'hui. Donc, les promesses de Trudeau de reconnaître le Québec et de lui donner de nouveaux droits, des nouveaux pouvoirs, etc., ça va à la poubelle. Donc, les tensions augmentent énormément et les Québécois vont le prendre très, très mal. Donc, évidemment, le souverainisme augmente. Trudeau s'est un petit peu tiré une balle dans le pied avec ça. Bon, mouvement syndical, écoutez, bon, ça, j'irai pas. Vous savez que les trois grands mouvements syndicaux avaient fait front commun dans les années 72. Ça, c'était sous Bourassa. Comme je vous ai dit, ce gars-là, il va se manger que des grèves. Donc ça, je ne m'en occupe pas. Écoutez, vous êtes capable de lire. OK, féminisme, très important. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc Marie-Claire Kinclain-Casgrain, qui va être une ministre dans le gouvernement de Lesage, donc le premier gouvernement de la Révolution tranquille, va mettre la loi 16 sur la capacité juridique de la femme mariée. Donc, l'émancipation, c'est-à-dire qu'on se libère un petit peu du statut de la femme au niveau juridique. Donc, c'est-à-dire qu'elles étaient mineures selon la loi, sous la tutelle de leur mari. Maintenant, les femmes ont le droit d'exercer des actions juridiques sans l'autorisation du mari. Par exemple, des transactions bancaires, signer des contrats, signer des bails, dans les hôpitaux aussi. Mais ça, c'est dans la loi. En pratique, ça va arriver, ça va prendre plus de temps. Il y avait des notaires qui, par exemple, refusaient la signature de la femme, même si c'était légal. C'est triste, mais c'est ça. Thérèse Casgrain aussi, qui va créer la Fédération des femmes du Québec, qui va vraiment changer aussi les mentalités, défense des droits de femmes, etc., qui va progresser notamment pour les études universitaires. Évolution des mentalités, ben écoutez, les bébés boomers deviennent des ados et des jeunes adultes. Eux, ils n'ont pas connu la guerre. Ils n'ont pas connu, il faut que vous compreniez, tu as une nouvelle vague très importante, une nouvelle génération qui sont nés après la guerre, qui n'ont pas connu la guerre, ils n'ont pas connu les conséquences de la guerre. Ben, je veux dire, ils n'ont pas connu le traumatisme de la guerre. Ils n'ont pas connu du Plessis. C'est un petit peu des enfants gâtés, dans un sens. Donc, eux, ils sont très, très libéraux dans leurs idées. Tu sais, ils ont probablement beaucoup plus voyagé que leurs parents, vu que c'est leurs parents, ils avaient les moyens. Donc, on remet en question les mœurs et les valeurs traditionnelles. Il y a énormément de ces jeunes-là qui ne vont pas adhérer au principe de l'Église, ce principe très, très conservatrice. Ils vont avoir des idées progressistes, des idées libérales. Ce qui fait en sorte que l'influence de l'Église dans cette génération-là est très, très faible. Donc, on a un mouvement de décolonisation dans le monde. Oui, il faut que vous compreniez ça, je ne l'ai pas mentionné, mais je l'avais mentionné un peu dans la première vidéo. Après la Deuxième Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale, tu as beaucoup de pays qui ne vont plus accepter d'être qui vont être colonies, dans le fond, qui vont être une colonie. Donc, tu as beaucoup de pays qui demandent l'indépendance. Et ça, les jeunes le voient et vont surtout l'apprendre parce qu'on a la création des cégeps à cette époque-là, dans la Révolution tranquille, plus d'universités, plus de cégeps, plus d'écoles secondaires. Donc, on a la promotion de l'affirmation culturelle et du nationalisme économique par le gouvernement québécois. Donc, on se détache du cléricalisme, du clérico-nationalisme, où est-ce qu'on était centré vraiment sur la religion catholique, la langue française, puis le mode de vie agricole, traditionnel. Ça, c'était vraiment Maurice Duplessis, quoi. Et l'agriculturisme, ça, c'est fini. On est moderne maintenant. Donc, on développe le néo-nationalisme québécois, donc le nouveau nationalisme québécois, qui va être centré sur le sentiment d'appartenance au territoire du Québec, l'émancipation, donc l'autonomie, le souverainisme, la promotion de la langue française, puis l'affirmation culturelle de la société québécoise. Et là, on va redéfinir l'identité québécoise. On n'est plus des Canadiens français, on est des Québécois. C'est là que ça va sortir pendant la Révolution tranquille. OK? Pour ça que les Canadiens de Montréal ne s'appellent pas les Québécois de Montréal. Ça s'appelle les Canadiens de Montréal parce qu'à l'époque, c'était les Canadiens français. Donc, remise en question des mœurs et des valeurs traditionnelles. Évidemment,
comme je vous ai dit, l'Église perd son influence, qui faisait promotion de familles nombreuses. Avant, dans le temps, quand l'Église était vraiment forte, on avait genre 10, 12, 14 enfants. Maintenant, c'est fini. Avec la montée du féminisme, le fait que les femmes commencent à travailler, avec le fait qu'on a la pilule contraceptive, on donne le choix, lorsqu'on a des relations sexuelles, d'avoir des enfants ou pas, comme résultat final. Évidemment, ça change les donnes. Donc, on a une baisse dans le taux de natalité. On a moins d'enfants qui naissent. Le baby-boom sera terminé au fur et à mesure de la Révolution tranquille. Il n'y aura plus de baby-boom, évidemment. Donc, on remet en question les valeurs associées à la société de consommation. Ça, c'est dans le fond, c'est le mode de vie consommateur-consommateur que la fin de la Deuxième Guerre mondiale va amener. On aura le mouvement hippie, les mouvements des années 80, le mouvement qui va amener la contre-culture, parce qu'on veut un rapprochement à la nature, on veut être voilà, moins consommateur, être éco-responsable, tout ça. Très intéressant cette époque-là. Donc, le mouvement de population, ben, écoutez, au niveau de l'immigration, les lois fédérales, la politique d'immigration jusqu'à cette époque-là, elle était très, très occidentale. C'est vraiment vers la fin que ça va changer. Donc, à partir des années, à la fin des années 60, on va avoir une politique d'immigration qui va être plus ouverte. On va ouvrir les frontières canadiennes, va être ouverte aux réfugiés et aux immigrants soutenus financièrement par les parents. On va avoir de l'immigration de personnes d'origine non occidentale au Québec et au Canada. Donc, parce qu'avant, en fait, l'immigration dans les années 50, elle était très, très ciblée envers les Occidentaux, donc notamment beaucoup d'Européens. Puis il y avait des quotas, il y avait des lois discriminatoires pour ceux qui ne venaient pas du monde occidental, donc tous ceux qui venaient de l'Asie, de l'Afrique, des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. Ça va changer dans les années 60 et 70. Donc, on a une diversité ethnique des nouveaux arrivants augmente et on a le développement de la pluriculturalité. Pluriculturalité. Pluriel, plusieurs, culturalité, c'est les cultures. Ben, écoutez, la loi 101, je l'ai déjà dit, c'est la troisième loi linguistique. Rappelez-vous, la loi 63 plus la loi 22 fait 85, c'est moins que la loi 101. C'est comme ça que vous allez vous en souvenir. Adopté par le gouvernement québécois, réaffirme la langue officielle du Québec, le français, donc des mesures plus consolidées pour promouvoir le français. Je vous ai dit qu'on imposait l'affichage public uniquement en français. Pour les écoles, il n'y a que le père ou la mère, s'ils ont fait l'école anglaise au primaire, donc les enfants peuvent y aller, sinon c'est impossible. Et aussi, pour les entreprises qui ont 50 employés ou plus, tout doit être en français. Tout doit être en français obligatoire. Donc voilà. Donc, que ce soit la communication orale, écrite, les règles, les conventions, etc. Donc, les causes, c'est que les lois linguistiques précédentes, donc, je ne comprends pas pourquoi elle a mis ça comme ça. Je vais juste changer l'ordre ici parce que voilà, je n'ai pas envie que vous soyez mélangés. Je veux vraiment que vous compreniez que c'est par ordre. Donc, la loi 63 et la loi 22 étaient critiquées comme étant trop souples et insuffisantes. Plus de 90% des immigrants allophones choisissaient l'anglais. Ça, c'est suite à la loi 63. Donc, la survie de la langue française était menacée. Si vous avez les Québécois qui font moins d'enfants, tu ramènes des immigrants, mais la majorité choisissent l'anglais, ben, au bout de quelques générations, c'est fini. On a le mécontentement plus l'inquiétude des allophones et des anglophones parce que la loi 22 déjà va commencer à mettre un test de connaissance, mais en plus de ça, la loi 101 va être très, très sévère par rapport à l'accès à l'école anglophone et aussi à la protection du français. Mais les conséquences, en fait, c'est que le mécontentement des allophones et des anglophones, même si la loi 101 essaie de les rassurer, tu auras l'immigration de 130 000 anglo-québécois qui vont partir. Évidemment, c'est la vie. On ne peut pas satisfaire tout le monde. René Lévesque était conscient de ça. Donc, il a pris le risque et voilà, c'est ça que ça a donné. Donc, les programmes de parrainage du gouvernement Lévesque. OK, ben, dans les années 79, le programme de parrainage privé de réfugiés, la possibilité pour un Québécois d'offrir la protection et la foyer à un réfugié qui fuit la guerre ou la persécution sans discrimination, peu importe la région. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, au monde, on était dans la guerre froide, hein, qui était très difficile.
Donc, on a l'augmentation des immigrations qui sont d'origine réfugiée, surtout les Vietnamiens, puisqu'il y avait la guerre du Vietnam, qui va augmenter. Et on va avoir une diversité ethnique des nouveaux arrivants. Donc, encore une fois, développement de la pluriculturalité à Montréal, surtout. Waouh! C'est fini. Waouh! Ben, je suis choqué. On l'a fait. Cette vidéo aura probablement été la plus longue. Je sais que j'ai parlé rapidement. Euh, Si il y a vraiment des soldats et des soldettes, je sais que ça n'existe pas, mais vous avez compris, qui m'ont écouté jusqu'à la fin, merci beaucoup. Merci à vous. Remerciez-vous vous-même. Soyez fiers de vous. Vous avez fait l'effort de me suivre jusqu'à la fin. Soyez fiers de vous. Écoutez, moi, je suis là pour vous aider. Si vous avez des questions, on va se revoir. Donc, prenez très soin de vous. Et merci encore à Madame Élisée, merci à Madame Lynn. Et puis, voilà. Soyez fiers de vous, soyez fiers d'avoir fait l'effort pour votre réussite personnelle. On ne parle pas ici d'un résultat à l'école. Ce n'est pas une question de notes, on s'en fout. Okay? C'est une question que vous avez fait le choix conscient de prendre soin de votre réussite scolaire. Et ça, c'est important. Donc, bravo à vous. C'est votre travail en tant qu'élève. Il n'y en a pas beaucoup qui le prennent au sérieux, malheureusement. C'est difficile, c'est la réalité, je le sais. Mais vous avez fait l'effort, donc félicitations à vous. Et j'espère que ceux et celles qui tomberont sur la vidéo, qui auront fait le choix aussi de l'écouter, que ce soit des bribes de 5-10 minutes, ce qui vous arrange. Écoutez, le plus important, c'est que vous avez fait l'effort de cliquer et de faire l'effort de la recherche. Donc, je lève mon verre à vous. Sur ce, prenez soin de vous. Il est 10 heures, c'est le temps d'aller dormir. Et on se voit demain et mardi pour certaines classes. Bye bye tout le monde.